إنه بابا يخاش الراي يدي سوري جريب. À 200 km de Rabat, sur les plateaux du Moyen Atlas, s'élève la plus belle et la plus grande cédraie du bassin méditerranéen. 130 000 hectares de forêt, un poumon économique pour la région et un château d'eau pour tout le pays. Mais cette immense réserve de biodiversité risque de disparaître sous l'effet conjugué de la démographie galopante et de logiques socio-économiques qui changent radicalement les liens entre l'homme et la nature. Attaquée de toutes parts, la cédraie dépérit peu à peu. Il s'agit du bois mort parce qu'il fait très froid ici et les gens donc pour s'échauffer, ils ont besoin du bois de feu. Comme le bois est très cher, donc ils n'ont pas les moyens pour acheter donc le bois. Ils viennent pendant la nuit et ils coupent des arbres pour se réchauffer. Et vous allez voir que en rentrant au niveau de forêt, il y a beaucoup de délits qui sont donc faits par la population, surtout pendant la nuit, parce qu'il est très difficile de contrôler donc tout le massif forestier. لا 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 العود الغابة وقت حط et ils font des délits. Les délits de bois parce qu'il n'a pas les moyens pour acheter le bois en ville. Il part donc en forêt. En principe, selon la législation forestière, ils les autorisent de récolter donc tout le bois mort, le bois gisant, qui n'a pas de valeur. Mais eux, en plus de bois gisant, il n'y a plus au niveau de la forêt, ils sont obligés de faire quelques délits en bois de feu. Donc il utilise le bois pour le chauffage à partir d'aujourd'hui jusqu'à donc le mois de mai. Où il commence à... Il fait froid encore en mai? Oui, ouais. Il fait froid encore. Le chauffage n'est pas la seule raison qui motive les populations à couper du bois illégalement. Utilisé dans l'artisanat ou la construction, le cèdre coûte cher et peut rapporter gros à la vente. Plus grave encore, le surpâturage menace la survie des arbres. Traditionnellement, l'élevage a toujours été l'occupation principale des tribus berbères. Aujourd'hui, la filière est si rentable qu'elle conduit chaque année 800 000 moutons à paître dans la forêt. Ce qui entraîne la taille des arbres par les propriétaires des troupeaux. Et vous remarquez ici que les arbres ici sont émondés par les pasteurs parce que ils l'utilisent comme forage pour le troupeau et surtout pendant les périodes donc, hivernales et pendant les périodes de disette. Et juste à côté, vous avez un témoin c'est le pasteur avec son troupeau. Et ça pose des problèmes Oui, bien sûr, ça pose des problèmes. Donc, premièrement, pour la régénération, il n'y a pas de, vous remarquez que ce sont des vieux peuplements, ouais. Et il n'y a pas de régénération. Et aussi, il n'y a plus, ça empêche les cèdres de repousser. Voilà, c'est de repousser. Il y a même des cèdres qui sont abîmés par le bourgeon, qui coupe même le bourgeon terminal, et il n'y a plus de croissance. Et la croissance devient très lente. Juste à côté des parcelles de cèdres qui sont émondées, vous avez un campement d'un certain nombre de tentes qui sont installées juste à côté de la forêt. Et ce sont aussi des pasteurs qui passent donc presque toute l'année et ils sont même sédentarisés. Et ça pose un grand problème pour le développement et pour la conservation des ressources forestières au niveau des Moyen Atlas et plus particulièrement de la cédraie. Il s'agit ici de grandes étendues vides et ils peuvent donc faire des tentes ici et restent toute l'année, presque toute l'année. Il n'y a plus maintenant des gens qui quittent la montagne pendant l'hiver parce qu'il n'y a plus de neige et il devient très rare. Et par conséquent, les gens... Il y a tout un mode de vie traditionnel qui change. Voilà, c'est tout un mode de vie traditionnel qui change.
En 2004, les autorités marocaines décident de réagir en créant le parc national d'Ifrane avec pour objectif de préserver la forêt, ses arbres, ses animaux et ses ressources naturelles. Le périmètre de protection s'étend sur 125 000 hectares au cœur du Moyen Atlas. Même ils devraient aller sur la province. Ça c'est la banane. Ce matin on est monté à Ifrane, cette partie-là. Et toute cette partie-là, c'est une grande zone de parcours. En gros, les limites du parc correspondent aux limites de la forêt. Et donc en 2004, la première délimitation du parc, c'était 53 000 hectares. Et ensuite en 2006, le parc a été étendu, sa superficie a quasiment doublé. Et on a rajouté toutes les zones de cédrés, ici et au sud. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé avec un parc avec une allure assez biscornue, on va dire, qui couvre l'ensemble de la cédrée, de la partie nord du Moyen Atlas. Donc là, on est au musée du Parc National, futur musée du Parc National d'Ifrane. Donc, l'objectif, c'est l'accueil du public, la sensibilisation des visiteurs, donc sur les objectifs de conservation de toute la richesse en biodiversité du Parc National d'Ifrane, mais aussi donc de canaliser les touristes, de leur montrer toute la richesse qu'on a pour pouvoir la découvrir. Donc il explique à la fois la richesse en biodiversité, mais aussi tous les aspects d'élevage, de gestion de ce territoire par les populations locales, des aspects de transhumance et de pratiques de mise en défense qui existaient auparavant, mais qui sont cassées aujourd'hui. On voit des espèces qui ont disparu du Parc national d'Ifrane. Donc le lion de l'Atlas qui a disparu en 1932, le léopard en 1993, assez récemment. D'autres espèces comme le cerf de Berbérie fin du 19e siècle, mais qui a été réintroduit sur certaines zones. Le mouflon à manchette pendant les années 60, le porc-épic en 97, la gazelle de Cuvier au début du siècle, et aussi la hyène rayée qui a disparu en 1950. Donc c'est pour un peu, l'objectif c'est de choquer le visiteur à mi-chemin pour lui montrer qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'il faut sauvegarder ce patrimoine mondial qu'est la cédrée d'Ifrane. Sur place, celui qui veille au bon respect des règles, c'est lui, le garde forestier. Ici, il nous montre des parcelles mises en défense, c'est-à-dire interdites au pâturage des troupeaux. Le but est simple, permettre à la fois le reboisement et la régénération naturelle des arbres. Et cette parcelle les travaux ont été réalisés cette année-là en négociation avec la population riveraine. D'accord. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous négociez avec eux? Alors, ce qu'on a négocié avec eux, c'est la mise en défense, c'est l'installation de mise en défense et l'interdiction de parcours. L'administration a installé la mise en défense, mais les gens seront récompensés. C'est-à-dire il y a une récompensation. C'est-à-dire l'administration, il paye 250 dirhams à l'hectare durant toute la période où la mise en défense est installée. Et c'est quoi cette période? C'est jusqu'à ce que les plants deviennent défensables. Ça veut dire quelle taille et combien de temps? Peut-être ça va durer jusqu'à 10 ans, 10 ans. ou plus. Donc ils ont 250 dirhams par hectare et par an? 250 dirhams par hectare par an. Par an, Oui. jusqu'à ce que les cèdres... Jusqu'à ce que les cèdres deviennent défensables. D'accord. Par exemple, c'est quoi? Ça, c'est le Ça, plan. c'est reboisement, C'est le celui-là, par reboisement. contre. Et c'est quoi Ici, là, c'est la régénération. Ce sont les Ici, là semis. Naturel. Ce sont les semis naturels qui viennent de démarrer. Ça, c'est l'avantage de la mise en défense. L'objectif de la mise en défense, c'est de La gagner, régénération c'est de naturelle. gagner la régénération naturelle. Si une fois le troupeau pénètre, on ne peut pas trouver ces plans-là. Ah, c'est clair. Ouais. Ça, c'est l'objectif de la mise en défense. Le périmètre des mises en défense a donc été négocié avec les usagers de la forêt. Une grande première dans la gestion forestière du pays. Pourtant, 250 dirhams, environ 25 € par hectare et par an, est suffisant pour réparer les pertes occasionnées. Et qu'en pensent les principaux intéressés, les tribus berbères de la région?
Un peu plus loin, nous rencontrons un homme qui dirige une association favorable au système mis en place, à condition qu'il soit étendu à d'autres parcelles et surtout plus rentable pour les pasteurs. Maintenant, avec le système de compensation, ils disent que maintenant nous gardons la forêt et les gens, le comportement des gens, c'est pas comme avant. Avant, les gens venaient, ils coupaient anarchiquement et tout ça. Et elle a dit maintenant, c'est eux qui gardent les parcelles. Est-ce que la somme, l'argent, ils pensent que c'est quelque chose de suffisant ou... قال لك ديك الفلوس اللي تيعطيكم واش كافي مثلا ديك 5000 الهكتار واش كافي لا ما كافيناش بيني وحنا بزاف في القبيله حنا ايت بومزو وبثلاثه د القبايل اللي كيسي ثلاثه د القبايل كنفرقوا داك الشيء على 15 عضو كل عضو تيدي ل 270 خيمه ولا 300 خيمه هذه سون نومبرو لي زيت بومزو سي 3 fractions et l'ensemble c'est 15 lignages et dans chaque lignage c'est presque de 300 foyers. كاين ما تاكل الغنم وما كان اسيدي الامكانات باش نخدموا باش نديروا كل شيء غادي يعطيو اتساع للغابه الا ما كانش امكانات ما غاديش يعطيو اتساع للغابه. Il dit que il faut que le nombre d'hectares augmente mise en défend et même la compensation il dit qu'il doit augmenter. Parce que si elle partage sur l'ensemble de la population, ça va pas, la part de chacun, ça va pas arriver à 50 dirhams par foyer. ستينات يولا زايد غاشي بزاف الا ولات لي تارو يفرق وغتفان. Il y avait une poussée démographique énorme. Ils ont passé de 47 familles à 700 maintenant. الا ولات لي تارو 5 د فراخ نغد 6 وغتفان ما يخدم ناس اللي الزمر تبين عالي. Elle a dit maintenant les familles ils ont 5 enfants. Une fois ils sont en chômage et après ils vont couper la forêt. Couper du bois dans une région relativement pauvre, c'est en effet le meilleur moyen de gagner de l'argent. Autour de 300 dirhams le madrier de cèdre. Résultat, les actes de délinquance se multiplient à tel point que sur la route qui nous ramène au poste forestier, nous allons assister à une saisie de bois volé dans un village. Surveiller mais aussi punir font partie des attributions des gardes forestiers. On les est sur en train de charger des bois coupés illégalement dans la forêt et stocker là où tu vois les gens. Oui. Tu peux filmer. Et donc là, le bois il est confisqué là. Stocké dans la cabane, dans cette cabane. Et tu c'est vois un peu le madrier dans la porte. Il y a un peu de tension là ou pas avec les gens Oui, c'est des gens qui coupent ça illicitement. Et une fois les forestiers les surprennent, ils saisissent le bois coupé illégalement. Même la voiture sera saisie. Vous gardez la voiture? Ouais. Ce bois sera déposé au poste forestier d'Ajdir et sera vendu en adjudication par le service forestier. والله ما نقول بالله اللي عندك غنديرو لك، هاد المدرية ماشي ديالك، الطاج اللي ديالك. شي تسالي انا. واش نديرو الزوم؟ عمري درت الزوم.
Au beau milieu de ce souk de haute montagne, nous découvrons ici ou là des meubles fabriqués en bois, tables, portes, étagères, mais dont la qualité laisse à désirer. Le bois d'ici, hein. Moi, je pense qu'ils exportent tout le bois. Regarde, c'est de l'aglo contre-plaie. Enfin, je veux dire, c'est même peut-être même pas le bois d'ici. Pourtant, l'artisanat berbère s'est toujours épanoui dans le travail du bois, cèdre, acajou, noyer, comme le prouve cet artisan rencontré dans la vallée d'Aïd Bougmez. Voilà les objets qu'on a. Alors à l'arrivée, ça donne quoi? Voilà, ça c'est le bois de noyer. C'est du noyer. Ça c'est le noyer. Et ça c'est le genévrier. Et les clairs, c'est le bouilli. Ça c'est le bouilli. Surtout celui-là, là, j'aimerais bien savoir. Tu veux pas lui demander celui-là d'où il vient, là? Il a l'air juste. Oh là, putain, il pèse un main. C'est ça, mais est-ce qu'il sait ce que... Ah, tu écris de la mesure ou pas? Oui, je sais. Ah, tu veux un crayon? Ouais, Non, ah, pas la zéro. Ah, voilà. Plus nous nous dirigeons vers le sud de l'Atlas, et moins les terres sont cultivables. Ce qui n'empêche pas certains de planter du blé ou de l'orge au milieu de vastes étendues caillouteuses, labourées par des enfants à l'aide d'un araire qui semble provenir d'un autre temps. Rien d'étonnant si l'agriculture est ici supplantée par l'élevage qui accentue les pressions pesant sur l'arbre. Donc les bergers passent, ils coupent des branches qu'ils mettent à terre, comme on peut voir, qu'ils mettent à terre et les moutons et les chèvres consomment le feuillage et ensuite ça fait du bois de feu pour les maisons. Donc cette exploitation intense, c'est ça qui donne aux arbres cette forme caractéristique qu'on appelle en tétard. Tétard parce qu'on n'arrête pas de le tailler. Et donc c'est des arbres extrêmement dynamiques qui arrivent à beaucoup repousser. Et donc ils ont cette forme très tortueuse, très travaillée. Et ici on est sur un espace de parcours et on voit bien l'action de la chèvre et des moutons sur d'autres arbres. Et notamment on a ces formes extrêmement travaillées aussi d'arbres, très basses, très buissonnantes, qu'on appelle en bouclier. En fait l'arbre réagit à la dent de la chèvre et du mouton. On voit, hein, ça c'est une forme très abrutie, donc très mangée par la chèvre et le mouton. Il n'y a pas d'herbe à manger. On n'est pas dans des pâturages alpins où les vaches elles arrivent ou bien les moutons arrivent et ils broutent tranquillement. Ici, comme on peut le voir, il y a surtout des cailloux et de la terre. Et donc l'arbre joue ce rôle extrêmement important de ressource alimentaire primordiale pour le bétail. Alors on voit bien la régénération est extrêmement difficile en fait. Le parcours intense fait que la régénération par graine, qu'une graine tombe par terre, déjà quand elle a une valeur fourragère, le gland par exemple des chênes verts, quand il tombe par terre il est mangé par la chèvre. Si par hasard ou par chance il arrive à germer, un petit chêne vert ou un petit frêne sera immédiatement abruti parce qu'il est très attirant pour la chèvre, donc elle va le manger. J'ai fait mon échoui dans la maison à gauche. Ah d'accord. On avait dormi une fois là-bas, il me semble. Donc la route c'est l'ouest quoi. C'est ça. Mais voilà une aska à Dorsa Saïd Bouli. Étudiant en thèse à l'AgroParisTech Engref, Pierre-Marie nous conduit ensuite sur son lieu de travail, le village de Iskatafen. Il nous présente alors ses voisins, la famille Nagy. L'hiver approche et les femmes sont en pleine récolte de bois pour le feu.
Cette activité longue et pénible leur est exclusivement réservée. Ce sont elles et pas les hommes qui vont dans la forêt ramasser des branches d'armoise. شو ما ساد نلاقي في تعوات الخير يسنا شو ما ساد نلاقي في تعوات الخير يعني ورداش تنيخ نكين العار ويا ريس حبيبنا ويا ريس حبيبنا دورت التمن ايمان ودورت التمن دورت التمن عيونك ودورت التمن هوا وراقي حبيبي تخموني هاوي وراقي حميل 7 h du matin à Eiskatafen. Morad, le voisin de Pierre-Marie, nous invite chez lui pour boire un verre de thé à la menthe et manger du pain au miel. Un petit déjeuner réparateur avant de partir dans la forêt couper du bois. Le thé dehors, non? Mais c'est la pièce pour les... Ouais. C'est la pièce plus pour les femmes ici. Ces grosses poutres des genévriers, tout ça c'est du génévrier. Et ben dans la forêt maintenant on les trouve plus. Donc ici c'est des grosses poutres de génévrier turifères, avec des perches de génévrier turifères, oxycèdres, peu importe, on les verra dans la forêt. Et aujourd'hui c'est de plus en plus difficile de faire des maisons. Et là c'est important de voir ce qu'on a vu hier, donc parce que ces poutres-là disparaissent. En fait la vitesse de croissance des arbres n'est pas suffisante pour faire face à la demande des gens et à la construction. Et donc les forêts qu'on a vues hier de pins d'Alep, elles permettent maintenant, on coupe des gros pins d'Alep et on vient alimenter en poutre les constructions nouvelles de la vallée ici des Aïd Bougomez. Avec du pin d'Alep qui vient d'ailleurs. Qui vient de la vallée qu'on a vue hier, la vallée des Aïd Abbès. Il faut les transporter jusqu'ici. Il faut les transporter jusqu'ici, en général en toute illégalité, de nuit, en se cachant du garde forestier, en s'arrangeant avec lui. Et ça change quelque chose au niveau de la construction? Alors ça, Mourad, il peut t'en parler. Est-ce que c'est mieux le pain d'Alep ou bien le génévrier pour faire la maison? C'est les génévriers qui mieux que le pain d'Alep. Ça c'est clair. Parce que c'est comme je te disais. Le pain d'Alep c'est moins solide, c'est moins... Oui.
Tu vois, le pendrive, ça tient pas beaucoup de la terre. Si tu mets beaucoup de terre sur le doigt, ça casse les poutres. On a des poutres de génévrier, des perches de génévrier, et par-dessus, on met de l'ifci, l'herbe qu'on a vue hier, dont les gens se servent aussi pour allumer le feu, et des feuillages d'autres arbres, et par-dessus, on met une bâche en plastique, puis de la terre. Donc presque tout le toit dépend de produits forestiers. Voilà. Pas de forêt, pas de maison, pour caricaturer. C'est une réserve de fourrage foliaire, donc on coupe les branches, on donne le feuillage à manger aux animaux pendant l'hiver. C'est une réserve foncière, c'est-à-dire que quand il n'y a plus de terre disponible pour l'agriculture, on peut toujours défricher dans la forêt. C'est une réserve pour les parcours, on peut faire venir les bêtes ici pour qu'elles mangent ce qu'elles trouvent. C'est un écosystème qui est quand même relativement riche. Si on quantifie en ce qu'on appelle en unités fourragères, on a un écosystème qui produit beaucoup d'unités fourragères pour les bêtes. Donc voilà, la forêt c'est au moins ces 4 rôles-là. Réserve foncière, réserve fourragère, réserve pour le parcours et réserve pour le bois, de feu et de construction. Voilà. Tu vois, montre avec ta main. Ici on a déjà coupé des perches. Ici aussi. Ce truc là, c'est exactement ce qu'on recherche. Cette forme. Tu coupes une perche, donc tu abîmes l'intérieur de l'arbre. Et ensuite l'arbre il repart vers l'extérieur. Et naturellement en fait, par un certain nombre de mécanismes biologiques, l'arbre il pousse vers le haut. Et donc cette forme là, c'est exactement ce qu'on cherche. L'arbre il repart vers l'extérieur. Et ensuite il refait potentiellement une perche. Et donc en fait les gens ici travaillent les arbres, c'est-à-dire ils les exploitent de manière extrêmement raisonnée, de manière à les faire produire ce qu'ils veulent de l'arbre. Ici c'est un arbre à perche, très concrètement. On va avoir d'autres types d'arbres, des arbres à fourrage, des arbres à bois de feu. On dit tahnit. Et tu vois, le bûcheron, quand il fait la perche, il laisse toujours la pointe terminale du feuillage de l'arbre pour que la personne pour qui il a coupé le bois puisse s'assurer que c'est bien la bonne espèce de bois. Ici, c'est du génévrier. Ah ouais. On va là-bas, là, la tache d'arbre qui est juste en dessous du mamelon enneigé, on voit une tache de forêt qui se détache bien du paysage. Donc cette tache de forêt, c'est ce qu'on appelle l'agdal. Donc l'agdal qui est en fait une pratique de gestion coutumière mise en œuvre au niveau des villages. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici l'ensemble de la forêt est propriété de l'État par la loi. La forêt a donc été délimitée, ce qu'on appelle.
l'État s'est approprié les forêts dans un but de bonne gestion, de conservation. Ceci dit, la gestion se fait en fait au niveau des villages. Donc même si la propriété de l'État est par la loi, la propriété forestière est par la loi celle de l'État, les villages se sont partagés les massifs forestiers en se disant chacun, écoute, ça c'est à toi, ça c'est à moi, ce qui n'a pas été sans un certain nombre de conflits, notamment au début des années 80 lorsque une tension sur la ressource a commencé à apparaître, c'est-à-dire il y avait plus de besoins que ce que la forêt pouvait fournir. Donc les villages se sont mis d'accord de manière assez conflictuelle sur qui prélève, qui coupe du bois, dans quel morceau de forêt. L'Agdal, ça désigne à la fois l'espace, on voit là-bas, donc cet espace forestier, ça désigne la ressource forestière, les arbres qui sont sur cet espace, et ça désigne l'ensemble des règles par lesquelles les villageois s'entendent pour gérer cet espace et cette ressource. Quelles sont ces règles? Les règles, elles sont simples, c'est l'interdiction totale de couper des arbres, des branches, du bois, en toute période de l'année, pour toutes les familles. Et cette interdiction est levée par l'assemblée villageoise uniquement lors de certains événements, des événements en général climatiques, c'est-à-dire lorsque la neige est abondante, lorsque le village est coupé, la vallée est coupée du reste du monde, pour l'alimentation du bétail, pour l'approvisionnement en butane, en bois de feu, etc. Donc le village peut décider de lever la règle, de lever l'Agdal, et d'autoriser les villageois à aller prélever une certaine quantité. Une charge de mules par famille, ou bien une charge à d'autres femmes par famille, puisque ce sont effectivement les femmes qui s'occupent de la récolte de bois de feu et de fourrage foliaire pour les bêtes. On a eu au cours des 40 dernières années une déforestation assez importante, de l'ordre de 25% du couvert forestier qui a disparu, et seulement à l'intérieur des espaces donc, sous l'emprise de la règle de l'Agdal, le couvert forestier s'est conservé et a même augmenté. Et donc l'Agdal a vraiment cet impact écologique important, mais il n'est pas suffisant pour protéger la forêt, pour permettre la régénération de ces espaces forestiers dans un contexte de forte pression anthropique, où les systèmes de production, c'est-à-dire la manière dont les gens vivent, n'arrivent pas à évoluer aussi vite que la pression démographique augmente. On fait un peu la classe? On peut rentrer? Oui. Si les élèves de ce collège creusent avec autant de ferveur dans la cour de leur école, ce n'est pas avec l'arrière-pensée de trouver un trésor enfoui là depuis plusieurs siècles. Non, c'est pour planter leur premier arbre. Nous sommes à Aguim, dans le Haut-Atlas, une petite ville menacée par la désertification. Face au danger, les professeurs ont décidé de sensibiliser les enfants à la question du reboisement, grâce à des cours et des exercices pratiques. Sylvain, étudiant d'AgroParisTech Greffe, est venu leur prêter main forte et faire de la pédagogie. Alors regardez, on va prendre deux cas et on va réfléchir. Imaginez les montagnes avec de la forêt dessus. Et des montagnes, il n'y a plus de forêt. On a coupé les arbres. Ensuite, 50 ans après, enfin, ça c'était il y a longtemps. Ensuite, le temps passe. Ici, ça ne change pas, c'est toujours la forêt. Mais ici, si vous regardez, l'eau et la pluie tombent et amènent avec eux la terre. Et donc, le sable diminue. Il y a de moins en moins de terre. Puisque la pluie amène la terre avec elle. Et dans 50 et dans longtemps, on est dans un désert. Il n'y a plus de vie. Alors que s'il y a des arbres, il y a une forêt, et donc des animaux. Cette région a souffert de la déforestation beaucoup pendant toutes les années 50, 60, 70. Rappelez peut-être où on est. On est à Aguim, donc c'est le versant sud du Haut-Atlas, du côté Ouarzazate. Donc étant donné que c'est le versant sud, c'est un versant qui naturellement possédait moins de forêt que le versant nord. Mais en fait, l'action conjuguée des charbonniers qui ont exploité la forêt, plus tous les bergers, et l'action conjuguée des deux, a fait que les charbonniers tuent les adultes et les moutons mangent les pousses. Et donc en fait, entre
début 50. Les charbonniers, ça veut dire? Les charbonniers, c'est ceux qui fabriquent le charbon pour le chauffage, du hammam, du bois. Ceux qui fabriquent, ils utilisent du bois et ils le conditionnent et ils le vendent après aux familles. Et donc l'action conjuguée de deux a vraiment, pendant 20 ans, ça a radicalement changé le paysage. Et en fait, dans la culture locale, l'arbre fruitier est intéressant, les gens savent, on voit l'intérêt tout de suite du fruitier, mais... Qu'est-ce qu'il y a comme arbre fruitier ici? Il y a des oliviers, des amandiers, beaucoup, c'est ce qui se fait le plus. Mais après, les courageux et ceux qui ont investi ont acheté des pommiers, des pêchiers, des poiriers, et ça c'est rentable, beaucoup plus que le reste. Pour eux, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais ils n'ont pas forcément compris l'intérêt commun des arbres forestiers, des arbres. Et donc, sensibiliser les enfants, parler aux enfants de ça. C'est pas eux qui vont replanter les montagnes, mais le fait qu'eux aient compris le rôle de l'arbre, le rôle de l'arbre pour la région, c'est déjà un bon point de gagner. Si vous plantez des arbres, il y aura une nouvelle forêt à Agouim, avec des animaux. Si on ne plante pas d'arbres, à Agouim, il y aura un désert. Je pense que leurs enfants aient une très bonne façon de les atteindre, parce que si l'enfant est attiré, que ça lui plaît, qu'il a envie de planter, le papa se dit mais on lui apprend ça à l'école. Les enfants apprennent beaucoup de choses à leurs parents dans les langues, à écrire l'arabe, à lire quand on reçoit un document administratif, c'est l'enfant qui... Donc les parents savent que l'enfant qu'on envoie à l'école nous amène aussi à nous des informations, et si l'enfant peut ramener à la maison l'envie de planter, et qu'il voit que son enfant aime les arbres, alors ça peut l'atteindre, lui, je pense. Donc finalement, c'est une action symbolique qui sert à la sensibilisation, quoi. Je pense que c'est du très long terme, ça veut dire que on n'aura pas reforesté la région en 5 ans, mais que à longue échelle, à plus long terme, les gens auront conscience que c'est important pour eux. Planter un arbre, pas si simple. Cela réclame un savoir-faire que l'association Marcher, Connaître, Agir est venue transmettre par la voix de Jean-Pierre Leboucher, grand spécialiste des espaces verts. Depuis 1 an, cette association originaire de Picardie apprend aux collégiens d'Agouim l'art de faire pousser les arbres. Vous avez planté combien d'arbres dans l'école? On a dû en planter à peu près 175 arbres qui sont des pins d'Alep, des cyprès de l'Arizona et des cyprès de l'Atlas. Et on a planté aussi des oliviers, des figuiers, on a planté des amandiers et des pommiers. Donc on a planté tout ça. On leur a un petit peu appris à faire de la taille. Et donc on leur a appris un peu à tailler. Bon, il faut qu'on fasse un petit peu des piqûres de rappel maintenant, si j'ose dire. Et qu'on revoie. Mais grosso modo, 85%, moi j'estime plutôt à 90% de réussite avec ou sans arrosage automatique. C'est une performance pour ici. Alors tous les tuyaux sont là. C'est ça le bout à bout, donc c'est ça. Donc le bout de fil de fer sert juste à l'enfoncer comme ça, quoi. Mais voilà. Et là il fonctionne alors qu'il a plu, quoi. Alors qu'il fonctionne là qu'il a plu, quoi. Il y a de l'eau qui arrive. Mais l'eau arrive vraiment au goutte à goutte, quoi. Il a fait ça dans l'année. Il est grandi de ça, quoi. Ah oui, il a grandi de ça dans l'année. C'est pas mal, hein. Enfin, pendant l'année, 10 mois, quoi. Entre le février et puis novembre. Après la taille, c'était grand comme ça. Ils ont fait ça en 10 mois, depuis le mois de février. Donc ils ont fait grosso modo 1,50 m de hauteur avec de l'eau, de la lumière et beaucoup d'amour. Pour planter des arbres, il faut d'abord de jeunes plants, des nouveau-nés en quelque sorte. Ceux-ci proviennent du service des eaux et forêts de Ouarzazate, qui en cultive des dizaines de milliers dans une pépinière située un peu plus loin en amont. Donc la production de plants se fait ici, dans cette pépinière, dans des planches. Et les graines sont donc mises dans des sachets polyéthylène. Et après c'est-à-dire le remplissage des sachets avec le matériau
donc nécessaire, on met les graines et puis on suivi par l'entretien. L'entretien généralement c'est l'arrosage. Et voilà, donc ces plants ils sont prêts pour les amener donc au périmètre de reboisement. Après ils vont voyager un peu partout dans les montagnes. Dans les montagnes, voilà, dans les périmètres objets des interventions du service provincial des eaux et forêts de Ouarzazate. C'est comme un élevage d'arbres. Ça s'appelle la production du plan forestier. Ça s'appelle la production du plan forestier dans la pépinière. Retour au collège d'Agouim où les élèves vont bientôt passer à l'action. Regroupés dans la cour de l'école par un froid sibérien, ils n'hésitent pas à empoigner pelles et pioches sous le patronage d'un Jean-Pierre Leboucher qui donne l'exemple. Tiens, retiens les cailloux, t'es là. Retiens les cailloux, là. Voilà, c'est bien. Alors, on va le planter un petit peu. Alors, qu'est-ce qui va le planter, l'arbre? C'est l'arbre de Qu'est-ce qu'il plante? Qu'est-ce qu'il plante? C'est quoi? Bon. Alors, regarde. On va tout d'abord couper comme ça avec le couteau. Et on va le retirer comme ça. D'accord? Ensuite, tu le prends avec ta main comme ça. Tu le retiens comme ça. Mets ta main là, mets ta main. Comme ça. Prends, tu le lèves et tu le poses. Voilà, c'est bien. Voilà. Et on coupe là. Attends, tu tiens comme ça et tes deux mains comme ça. Tiens. Toi tu prends la terre comme ça, tu mets un petit peu de terre tout autour, comme ça. Et voilà, tu peux le lâcher. Ah, c'est pas du tout dans la culture. Pour eux, c'est une nouveauté de planter un arbre. L'esprit, leur donner l'envie de planter un arbre, de le voir grandir et de l'entretenir, ça c'est tout nouveau pour eux. Ils n'ont jamais fait ça. Mais ça leur plaît, et que ce soit les filles, que ce soit les garçons. Avec ta pelle, fais la cuvette là. بالك بركة بالك انها Rachid El Toumi, c'est ça? Voilà. Comme ça. Ça. Pardon. Tu s'appelles comment? Tony? Non, Rachid El Toumi. El Toumi? C'est bon ça, Rachid El Toumi. Rachid El Toumi. الويدي On a été sollicité par les Marocains parce que c'est une histoire un peu ancienne. On avait eu des contacts dans l'organisation avant même que j'y arrive avec les équipes de l'ENFI. Et qu'eux, on se sont dit, tiens, ce serait bien qu'on développe une coopération. Et je pense qu'il y avait un intérêt partagé. Je pense que le fond de l'histoire pour eux, c'était, ils étaient en pleine réforme, ils avaient des enjeux de réformer leur formation d'ingénieurs forestiers. Ils avaient aussi des enjeux de se remettre en discussion avec d'autres équipes qui travaillaient sur les mêmes problèmes. Et donc nous, en même temps, c'était une super opportunité. Pareil, pour les mêmes raisons, en fait. Parce que nous aussi, on est en réforme. Parce que nous aussi, on a besoin de terrain et de confronter les expériences. Et je pense que c'est plus une question
voilà, d'association, quoi. Ça aurait pu être n'importe quel autre pays, ça aurait pu être la France. C'est sûr que l'objectif de notre formation, c'est de travailler beaucoup dans le cadre Nord-Sud. Donc avoir des correspondants Nord-Sud, c'est important. Mais en même temps, c'est des enjeux internationaux. Et en fait, les grilles qu'on développe, elles peuvent aussi se développer au Nord et avec d'autres pays. Donc je crois que c'est plus une histoire d'hommes et de rencontres que vraiment de dire qu'on va apporter quelque chose aux Marocains, quoi. Au Maroc, et là pour la zone dans laquelle on est, il est clair qu'ils sont en pleine transition démographique, que c'est vraiment, pour la zone que vous avez vue, là où Pierre-Marie fait sa thèse, c'est vraiment un des enjeux majeurs, ça c'est certain. Dans des terrains d'Afrique, au Sénégal, que j'ai connus, c'était un peu, c'est pas toujours la même, mais c'était aussi un problème. C'est pas toujours le problème, on a travaillé en Amazonie, c'était pas du tout ce problème-là qui se posait. Alors c'est vrai que quand on est confronté à ça, c'est des tels enjeux politiques qui se mettent en œuvre aussi de leur côté, et des dynamiques sociales qui vont faire que d'abord il y a une demande des jeunes aussi, hein, de pouvoir être tout à fait ailleurs. Ils ont la télé, ils ont le portable, ils n'ont pas forcément envie de rester ancrés dans leurs habitats, ils n'en ont pas forcément les moyens parce qu'effectivement les terres sont trop étroites, les avenirs sont restreints. Et même parfois des activités extérieures, que ce soit en intensification agricole, parce que ça c'est le cas, mais en fait le niveau d'intensification agricole ne permet pas vraiment de capter complètement les besoins économiques de la quantité de population qu'il y a là. Et les enjeux touristiques ou même écotouristiques donnent quelques opportunités, mais c'est pareil, elles ne résolvent pas tout. Donc on a énormément de gens de toute façon qui partent en ville parce que bon, vous avez vu ou vous filmerez, mais c'est vrai que le Maroc est en pleine croissance urbaine aussi, c'est absolument impressionnant. Donc c'est vrai que ça c'est les transitions comme aussi on a eu chez nous, quoi. Voilà, donc je sais, pour moi c'est pas qu'on peut apporter quelque chose, c'est pas ça l'enjeu. Je pense que l'enjeu c'est plutôt comment en croisant les regards, où pour certains éléments, on a des expériences propres, mais eux les ont aussi, est-ce qu'on peut apporter un plus? Et nous, on a quand même fait un choix qui est quand même plus centré sur la question environnementale. Nos étudiants qui vont se retrouver éventuellement à travailler sur ce type de dossier, s'ils n'ont pas fait cet effort d'être dans des cas concrets, où justement toutes ces idées préconçues, soit sur le développement, soit sur l'environnement, on n'est pas confronté à une réalité de terrain, je pense qu'on ne leur rend pas service. Et donc ça me paraît absolument essentiel, tant qu'on a encore les moyens ou qu'on trouve les moyens de le faire, de faire que ce type d'opération ait lieu. Le Maroc, c'est un cas très particulier parce qu'on n'est pas dans on est dans des écosystèmes en fait très travaillés, enfin la présence de l'homme est partout, mais ça peut quand même ça peut continuer à être une question, c'est-à-dire que puisqu'on affiche un développement durable, est-ce que la valence environnementale de ces enjeux de développement qui doivent aussi prendre en compte ces enjeux sociaux, démographiques, économiques, est-ce que sur la valence environnementale, ils font quelque chose ? En gros, par rapport à des problèmes de disparition d'une forme de biodiversité arborée, animale, mais aussi des problèmes sur les écosystèmes aquatiques qui permettent ou pas de maintenir, est-ce qu'il se passe quelque chose ? هثين أتى من ذاك غبرة وحظوظ أوي مذا ساتب ذلسي غشي الخير ورشي والسلام
أي سريا متفضل صيداني ثدي ويستنشكي ضد هو وين تموت والشر مساوى عبود هذي وين من ذاك يطرى وعبود ايوا موت الساعة دوسي على غشي الخير ورشي وسنام